Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Du côté de Symphonia, mon cher ami. Hier, on en parlait dans cette émission. Patatras, voilà, c'est Antoine évidemment qui a, voilà. Qui est là, oui. qui a mené le débat. Donc, en pleine interview, le recteur apprend en direct que le coffre-fort a été trouvé à Koya, comme par magie. Est-ce qu'il a vraiment appris? Parce que... Si, on a appelé Antoine quand même. Oui, voilà, moi j'ai écouté dans le journal de 18h de l'espace quand même. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas appris. En fait, ce que je veux dire, est-ce qu'il était vraiment surpris? Parce que c'est une question que je pose. Antoine Kourouma. Ce qui s'est passé hier à Symphonia, on l'a dit hier par rapport à la disparition de ce coffre-fort, c'est digne d'un film hollywoodien où on casse, où on sort un coffre aussi lourd sans casser la porte. On a montré les photos et de la fenêtre qui ne sont pas détruites et on constate que ce coffre-fort a quitté Symphonia pour Koya sans qu'on ne sache par où c'est passé. Et je l'ai rappelé tantôt, il y a eu des questions qui se sont posées par rapport au fait que le recteur, le week-end, a interdit l'accès à l'université au corps étranger. Tout à l'heure, on va l'écouter pour comprendre pourquoi cette mesure. Ouais. Et le lendemain, on apprend que le coffre-fort a disparu. Et c'est en pleine interview, parce qu'on a voulu l'avoir dans l'émission, il n'a pas voulu se prêter à nos questions. Les grandes gueules. Après, lorsque la situation a perduré, il s'est prêté aux questions des journalistes. Et c'est en pleine interview, on apprend que le coffre a été retrouvé à Symphonia, mais finalement vide. À Koya. Vide. Bénéfice de doute quand même, Antoine. Le recteur... Je comprends tes craintes. Non, j'ai pas dit. Voilà. Je ne dis pas qu'il est coupable. Non, mais non, je n'ai pas dit que tu as dit ça, Antoine. Justement, voilà. C'est le premier responsable. Assume tes propos, Antoine. Je ne dis pas qu'il est coupable. Voilà. C'est le premier responsable de l'université. C'est pas possible. Quoi qu'on dise, il a une part de responsabilité. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Le recteur nous dit qu'il y avait 233 millions de francs guinéens dans ce coffre-fort. Comment a-t-il su le montant qu'il y avait à l'intérieur? C'est le premier responsable, comme tu l'as dit. Ah, c'est le premier responsable, d'accord. Allez, on a en direct Daouda Mohamed, évidemment, le recteur de l'université de Symphonia, en direct ce matin, chez les GG. C'est Moussa Moïse. Oui, monsieur le recteur, bonjour. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. La situation est suffisamment grave. Doit-on inscrire désormais dans les filières enseignées à l'université de Symphonia, vol avec disparition, sans infraction, parce que ce qui s'est passé, quand même, étonne plus d'un au sein de l'opinion publique. Expliquez-nous réellement comment nous en sommes arrivés là, monsieur le recteur. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier tous et vous féliciter en tant qu'organe d'information de la population guinéenne et de même la population mondiale. Donc, pour aller droit au but, je dois vous dire que nous avons constaté la disparition du coffre-fort qui abritait les fonds destinés au personnel contractuel et les jeunes enseignants recrutés récemment qui ne sont pas virés. Et ce coffre se retrouve dans un bâtiment à l'intérieur de la cour depuis 16 ans. Et ça, la raison, c'est que le bâtiment, c'est ce bâtiment qui abritait les appareils de sécurité de la police, parce que nous avons hérité les Symphonia de la police. Et je dois donc vous dire que compte tenu de la robustesse du mur et de la porte, et donc c'est resté jusque-là sans incident. Mais vous allez accepter avec moi que des choses peut-être peuvent arriver malgré les dispositions prises. Alors, on nous apprend, monsieur le recteur, avant le week-end, avant le vol, et vous aviez demandé à ce que personne n'accède à la cour de l'université sous prétexte que les travaux seraient en cours pour recevoir les nouveaux étudiants. Est-ce que tout cela a-t-il contribué à faciliter ce vol sans effraction? Oui, parce que ça reste des suspicions quand même, hein, monsieur le recteur. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais je dois vous dire que le dimanche, avant le dernier dimanche, nous avons perdu une étudiante au portail broyée par un taxi, alors que c'est un dimanche. Et l'autorisation n'était pas donnée
de dispenser des cours. Donc nous avons dit que nous sommes en deuil sur tous les dimanches et nous devons prendre des dispositions pour que les jours réglementaires de travail soient observés. Mais les jours non réglementaires, que les étudiants ne viennent pas ici à l'insu de l'autorité. Donc c'est ce qui est arrivé. L'étudiant qui est décédé relève du département de sociologie. Tout juste une semaine avant le dimanche qui a servi à l'opération. Et ensuite, le dimanche dont il s'agit, nous devions... Monsieur le recteur, une question tout de même. Qui détient les clés de ce bâtiment qui abritait le coffre-fort? Bon, je vais en venir. Si vous me laissez aller d'abord au bout de ma première idée, s'il vous plaît. Parce que c'est pas long. C'est-à-dire que le dimanche qui est passé, effectivement, il y a eu infraction. Mais comme nous étions en deuil, et le lundi, nous devrions recevoir 9000 étudiants, en plus de ceux qui sont là, tout le corps a demandé que les salles soient mises en état, vérifier les ventilateurs, vérifier que les tables sont là, parce que nous avons reçu 9000 étudiants en plus. Et le dimanche, donc, ce n'était pas un jour ouvrable. On a dit que les gens ne devaient pas être là pour permettre aux ouvriers qui sont chargés de la maintenance de faire ce travail-là. S'il vous plaît, c'est pour cette raison. L'autre qui est arrivé, à mon avis, c'est inattendu. C'est inattendu parce que depuis 15 ans, ce local existe et il n'y a pas eu d'incident. Mais ça peut aussi arriver. Le recteur de l'université de Symphonia, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Jacques Léoua. Sur les clés, donc, qui détient les clés? J'imagine que vous détenez une clé. Qui d'autre détient la clé de ce bâtiment qui abrite donc la billetterie de l'université? La sécurité. Bien, il y a une caissière qui est chargée de payer le personnel qui est au billetage. Je voulais préciser d'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas des coffres-forts de l'université. C'est le coffre-fort qui est dans la cour et qui paye les gens contractuels. Donc, c'est bien différent. Maintenant, c'est la dame qui est envoyée par le ministère de l'économie et des finances et qui fait ce travail-là. Et c'est elle seule qui détient les clés, à ma connaissance. Un comptable n'a pas les clés. Il ne peut pas y avoir double clé lorsqu'il s'agit de la gestion des fonds. La responsabilité est claire, elle est précise. Quand même, monsieur le recteur, vous ne savez pas, mais vous êtes dans le système éducatif il y a de cela très longtemps. Vous êtes un doyen dans cette profession. Est-ce que ce qui s'est passé est possible, qu'il n'y ait pas eu de casse, qu'il n'y ait pas eu qu'on n'ait pas défoncé la fenêtre ni la porte et que le coffre-fort soit sorti là, jusque du côté de Koya? Comment vous expliquez cela? Avez-vous quelques données déjà sur ce qui aurait pu se passer, sur les complicités dans cette histoire? Justement, parce que hier, Antoine le disait dans cette émission, monsieur le recteur, si vous me permettez, comme quoi vous n'avez pas porté plainte tout de suite, c'est plutôt la sécurité de l'université, vous êtes adressé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça fait qu'il y a beaucoup de soupçons. On se dit même que le recteur est complice. Et si c'était vous qui avez envoyé ce coffre-fort du côté de Koya, parce que c'est ça qu'ils veulent dire, sans vous le dire directement. D'accord, merci beaucoup. Je dois vous dire que le lundi matin, à 9h, nous nous sommes retrouvés et nous avons formulé une plainte contre X. Lorsque j'ai reçu les médias hier, j'ai brandi la note de service signée dès le lundi, envoyée à la DPJ et à qui de droit, c'est-à-dire au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc cette plainte a été formulée. Et dès que nous l'avons appris, c'est un incident majeur, nous nous sommes adressés à qui de droit. Maintenant, par respect pour la presse, la DPJ, donc les policiers ou les gens chargés de regarder ce dossier sont en train de le faire. Je ne voulais pas anticiper, mais comme j'ai des informations importantes à donner, par exemple, le fait que le coffre-fort soit retrouvé, j'étais en pleine conférence et on m'a dit, j'ai immédiatement donné l'information. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que nous avons aussi reçu tous les documents qui s'étaient trouvés dans le coffre.
Dès qu'on l'a retrouvé à Koya, et la police de Koya a envoyé au commissaire central de Somfonia, le dernier a pris ils sont venus nous remettre tous les documents originaux et nous nous sommes rendus compte que sur 158 enseignants contractuels, c'est seulement 32 qui n'ont pas signé. Donc, on est censé retrouver l'argent de ces 32. Ensuite, sur 152 contractuels temporaires, c'est 28 qui n'ont pas signé. Donc, le montant en jeu dans le coffre, ça correspond à un montant de 32 enseignants, jeunes enseignants non virés et 60 contractuels. Tous les autres ont perçu. Et nous avons donc, en clair, vous voulez, monsieur le recteur, en direct, vous voulez nous faire comprendre ce matin, s'il y a des manquants, ça veut dire que c'est des enseignants qui ont volé ce coffre. C'est ce que vous voulez dire? Non, je vais vous donner la précision. Ce n'est pas les enseignants. Non plus d'autres. Je ne peux pas le citer parce que la police est en train de faire son travail. Je voulais vous prier d'accepter que je donne les informations qui sont dans ma possession. Lorsque la police finira de faire le travail, nous ferons des exposés et la presse sera invitée. Monsieur le recteur, on est bien d'accord que la police doit faire son travail, mais il y a au moins une sécurité à l'université de Somfonia. C'est clair. Dans les conditions normales, les premiers à être arrêtés auraient dû être ces services de sécurité qui assurent la protection de ce bâtiment. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'arrestation dans les rangs de ceux qui étaient censés assurer la sécurité? Parce que ce coffre-fort nous apprend que c'est venu par le biais d'un conteneur. Donc pour le sortir, il fallait de gros moyens. Comment est-ce que ça a été sorti et ça a coïncidé à votre décision d'interdiction d'accès à l'université? Quelle coïncidence bizarre. Oui, mais je vous ai expliqué pourquoi. Mais on peut croire à ma version, on peut ne pas croire à cette version. La raison qui a fait que ça a été fermé, c'est ça. Et je dois donc vous dire que une société qui est chargée de ça est une société contractante notre institution qui est chargée de le gérer. Donc les issues sont contrôlées, l'intérieur est contrôlé et normalement c'est cette société qui répond. Mais comme la police est en train de faire le travail, nous avons cru que ce n'est pas au recteur d'ordonner qu'on prenne quelqu'un pour l'amener, étant donné que la police a le dossier dès le premier jour de l'incident. Bien. C'est en réalité c'est ça. Allez-y, mon cher monsieur. Monsieur le recteur, un système de vidéosurveillance avec 4 caméras coûte un peu moins de 3 500 000. Quand même pour l'université de Somfonia, vous n'allez pas nous dire ce matin que vous ne voyez pas un tel système à un endroit où on parle de blé, où on parle d'argent. Mais je vais préciser à votre attention, s'il vous plaît, que depuis 16 ans, les contracteurs sont payés dans le même local et il n'y a jamais eu incident. 16 ans. Il y a eu incident cette fois-ci. Nous avons une société contractante. Nous avons les gens de la sécurité qui sont censés être à côté. Comme la DPJ et les autres... Mais, monsieur le recteur, moi je vous fais juste une suggestion. On parle d'université. Qui d'université parle d'univers. Nous sommes au 21e siècle. Vous ne pouvez pas quand même évoluer comme si nous étions au temps de Sékou Touré, comme si nous étions au temps colon. Nous sommes au 21e siècle, on parle de digitalisation. Hier, le président a reçu sa carte d'identité biométrique et son extrait de naissance, d'acte de naissance biométrique. Et des vidéos de surveillance de la mine Graciana au niveau de son bureau. J'en ai également. On parle d'université, monsieur le recteur. L'installer, ça vous coûte moins de 3 millions. Ça aurait pu quand même permettre à la DPJ et aux autres de travailler très très vite et de nous trouver les coupables. Parce que là, l'enquête va porter sur quoi? Sur une enquête de proximité, de voisinage, et ça prend du temps. Vous avez raison. Vous avez raison. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que nous allions à ça. Et ça demande un coût et ça demande du temps. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas les possibilités, Moussa Moïse peut prendre ça en charge. Hein. C'est le DG quand même d'Espace TV. Il peut installer ça pour vous gratuitement. Hein. Alors, en attendant que l'enquête aboutisse, dites-nous quelle autre démarche vous menez parallèlement par rapport à ces enseignants qui ne seront pas payés. Est-ce que vous avez saisi le département? Qu'est-ce qui sera fait pour eux?
Non, non. Ce qui sera fait pour eux, regardez, ils ne sont pas nombreux. Là, nous allons faire face à ça et nous pourrons naturellement le régler. Je vous dis, pendant les 3 jours, nous n'avons eu que 5 qui sont présentés et qui ont dit qu'ils n'ont pas été payés. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que comme nous avons déjà reçu les dossiers qui étaient dans le coffre, je crois que c'est un événement extrêmement important pour nous, parce que désormais nous savons qui est payé, qui n'est pas payé. Je vous ai demandé, c'est 60 personnes qui sont concernées. Ce montant-là, c'est un montant qui est contraire au montant déclaré à tous les niveaux. Voilà. Le recteur de l'université de Symphonia en direct ce matin chez LG. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Ba, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Avant 11h, évidemment, on fera un tour du côté de la régie pour voir un petit peu vos réactions de ce côté, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin, notre deuxième invité, vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est bien sûr M. Fahimba Mara, porte-parole donc des enseignants-chercheurs du côté de l'université de Symphonia. Mafoudi Bangoura, il est avec nous, ce matin, notre invité. Bonjour, M. Mara. Bonjour, Madame Bangoura. Voilà. Nous venons d'avoir le recteur et bien évidemment, il se prononçait sur ce vol qui est arrivé. Dites-nous déjà en premier lieu, qu'est-ce que vous savez, est-ce que ça vous étonne le vol d'un tel montant au sein de l'institution? Bon, d'abord, je vous remercie. C'est vrai que peut-être vous autres, ça va vous étonner, oui. Mais nous, on n'est pas surpris parce que ce que vous ne savez pas, depuis août 2020 déjà, oui. nous étions dans le collimateur du gouvernement et dans le collimateur du gouvernement. Tout à fait, oui. Parce que depuis le 13 août, on s'est adressé au gouvernement, oui. Par le canal de notre ministre, ouais. En charge du supérieur pour lui demander que on ne voulait plus que monsieur le recteur Ba, ouais. Reste à la tête de Symphonia. Puisque depuis sa venue, malheureusement, notre institution a connu des dysfonctionnements malheureux qui ont affecté négativement le bon fonctionnement de notre institution. Donc, depuis sa venue... Quels sont ces dysfonctionnements, Voilà, M. ces dysfonctionnements, permettez-moi de planter le décor. Oui. Vous savez, je ne vous apprends rien, l'université que vous connaissez, c'est le temple du savoir. Et tenez-vous bien, depuis 1958 jusqu'à nos jours, toutes les constitutions que la Guinée a connues n'ont pas manqué dans ce sens par rapport à la mission sacrée qui est, si vous voulez, dévolue à une université en tant qu'institution. Oui. Nous avons 2 rôles principaux. Le premier, c'est la recherche. Le second, c'est l'enseignement. La recherche, c'est quoi? C'est que nous produisons de la connaissance et puis nous la vulgarisons par l'enseignement. Et si vous remarquez, avec l'enseignement, c'est nous qui formons la crème du pays. C'est nous qui formons les intellectuels, les élites du pays. Et alors, avec l'enseignement, nous participons efficacement à construire les opinions de nos apprenants, les esprits de nos apprenants. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'occasion d'exprimer ma fierté. Tous ceux qui sont là autour de cette table-là, ce sont les produits des universités guinéennes. Et ça, c'est parce que, quelque part, pour les cuisiner, on n'a pas blagué. C'est que c'est un monde de la rigueur, c'est un monde exigeant. On comprend tout ça. C'est quoi le problème exactement? Maintenant, le problème exactement, c'est que quand vous êtes dans un monde comme ça, le monde fonctionne sur la base des principes sacrés qui ne peuvent être transgressés par qui que ce soit. Alors, vous savez, notre monde, c'est un monde, si vous voulez, il ressemble un peu à l'armée. C'est le monde des grades. C'est que vous ne pouvez pas prétendre à un poste à l'université sans le grade. C'est-à-dire les avancements, les postes et tous les avantages, y compris, sont liés au grade. Et qui parle de grade? Les grades s'acquièrent difficilement. C'est dans la douleur, c'est dans le sacrifice. Alors quand vous avez le grade, vous êtes jaloux
Parce que c'est généralement un avantage que vous ne négociez pas. En même temps, c'est mérité. Hein, c'est mérité. Il faut le rappeler, c'est très important. Exactement. Oui. Alors, cette pyramide-là, oui. On appelle ça, c'est cette pyramide qu'on appelle la tradition universitaire. Oui. Et cette tradition universitaire, les grandes gueules, très malheureusement, oui. à la venue de monsieur le recteur en 2018, il est venu carrément renverser cette pyramide. Et nous, à quelle occasion on a demandé son départ? C'est-à-dire la goutte qui a fait déborder le vase, c'était à quelle occasion? C'est que pour la première fois, ça dit c'est même impensable, c'est-à-dire à cette occasion, il a même participé à profaner notre institution. Wow. C'est-à-dire pour la première fois, dans une faculté, on prend un titulaire d'un master pour le nommer à la tête de la faculté comme doyen de faculté, et puis le professeur, c'est-à-dire de rang magistral, et au point de vue reclassement national, au point de vue grade académique, celui qui est professeur, on le nomme vice-doyen de la même faculté. Alors là, on a dit que notre monde est perdu, la case est en train de brûler. Nous qui avons accepté de partir se former à l'extérieur à l'âge de 48 ans, je suis en fin de formation aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. J'ai dit, mais si on laisse un monsieur comme ça, que nous avons appelé d'ailleurs intrus, parce qu'on se demande comment il a même pu avoir le grade de professeur. On ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui a connu un parcours aussi difficile, il se retrouve à ce seuil et pose des actes comme ça, mais vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il est de notre monde. Alors, cette question que vous la posez, vous parlez de profanation aujourd'hui de l'université, mais Koré Ba, quand même, ce n'est pas une nouvelle personne dans ce milieu. Mais c'est ce qui nous surprend. C'est-à-dire, Koré Ba, moi qui vous parle, on a évolué ensemble à Gamal. Je l'ai connu simple professeur. Moi, j'étais encore jeune homologue. Alors, entre-temps, il a évolué et puis, bon, on s'est perdu parce que chacun de nous est allé sur son chemin pour la formation. Et puis, en 2005, d'ailleurs, quand on a atterri à Symphonia, la faculté a été scindée. Sinon, tout ce temps-là, on appartenait à la même faculté. La faculté a été scindée. Donc, c'est à cette occasion qu'il est devenu doyen de faculté. Et puis, doyen de faculté, on le prend doyen de faculté pour l'amener recteur. Après ce souci lié aux nominations fantaisistes, parce qu'on apprend qu'il y a des enseignants-chercheurs au nombre de 32 qui ont des soucis avec le recteur. Dites-nous clairement ce qui ne va pas, ce qui fait qu'aujourd'hui le conflit... Le conflit qui persiste entre monsieur le recteur et le corps enseignant aujourd'hui, c'est que monsieur le recteur... c'est-à-dire est en train de fouler au sol tous les principes qui régissent, si vous voulez, le bon fonctionnement de l'université. Et donc, avec lui, on ne se sent pas dans un environnement scientifique ambiant où vraiment nous pouvons nous épanouir. On a dit, alors, celui qui encourage, entretient la médiocrité, mais il n'a pas droit à vivre dans notre monde. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est l'extirper de notre monde, le sortir de ce monde-là et l'amener ailleurs pour que nous puissions nous épanouir. Donc aujourd'hui, on a dit, et c'est vrai, peut-être qu'après cette émission-là, nous attendons simplement la prise de fonction du ministre pour aller déposer la requête sur sa table, la requête qui va comporter le départ non négociable de monsieur le recteur. Parce que si on n'est pas entendu, parce que depuis août, je vous dis bien, depuis août 2020, nous sommes, c'est-à-dire dans le combat. Mais il y a quelque chose qui me trotte quand même. Hein. J'arrive pas à comprendre. Quand vous dites que vous avez eu des conflits avec le gouvernement, qu'est-ce qu'il a politique? On n'a pas compris. On n'a pas eu de conflit. Ça veut dire, c'est parce que en 2000, si vous voulez, en août 2020, on a déposé une requête de dénonciation des dysfonctionnements à Symphonia. Donc, il y avait pratiquement 10 griefs et dans la plateforme de revendication, il y avait 6 points. Donc, alors, on a même demandé, le premier point de la revendication, on a demandé qu'une commission ad hoc soit dépêchée à Symphonia sur le terrain pour venir faire le constat, pour venir constater les dysfonctionnements au sein de Symphonia. Et effectivement, la mission est venue.
il y a eu le constat. Le ministre, d'ailleurs, c'est vrai que je regrette qu'il n'a pas été reconduit, mais le ministre était choqué, il était dans le bain de la situation. Mais à l'époque, on nous a opposé la situation politique pour dire que le président demande de calmer le jeu. Le ministre, personnellement, puisque j'étais le porte-parole, j'étais à la tête du mouvement, le ministre m'a demandé vraiment de calmer la situation à Sonfonia, qu'il ne voulait pas de remue-ménage. Le président demande de calmer jusqu'à la fin des élections et qu'il avait promis fermement au sortir des élections, c'est-à-dire cette doléance-là allait être satisfaite. Malheureusement. Pourtant, récemment, il y a eu cette grève du SNAISUR. Le SNAISUR. Oui, mais tout ça, c'est dû à quoi? Si vous prenez, ça c'était la grève ça c'est venu après la grève des chefs de département. Quand vous prenez Sonfonia, c'est la plus grande université. En termes de subventions pour le fonctionnement des départements, qui sont les vrais si vous voulez, les vrais patrons. Et si c'était ça le problème finalement à la fin du compte, parce que moi je vous entends très bien, je n'admets pas qu'on puisse, parachuter une personne dont vous ne connaissez pas du tout le parcours, peut-être que vous connaissez. Tout à fait. Mais si le problème c'était les subventions, parce que non, ça n'a rien à voir. Si, parce que quand vous dites que la gestion de subventions serait opaque, c'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui le dites. Les finances ne sont que secondaires. Le problème fondamental avec monsieur le recteur... c'est dans vos revendications. Non, ça fait partie peut-être, mais ça vient peut-être grossir. C'est pas la priorité. C'est pas la priorité. C'est pas une priorité. Mais c'est pas une priorité. La priorité, ce sont les dysfonctionnements académiques. Oui. Et ça, on ne peut pas le tolérer parce que, c'est-à-dire cette dévalorisation. Je comprends. Monsieur Bara, vous luttez de façon primordiale l'inversement de la pyramide de valeur. Tout à fait. Vous souhaitez que les plus méritants occupent les postes de responsabilité qui collent un peu à leur formation. Oui. On parle d'université. Sur ce plan, je suis d'accord avec toi. Mais la place qui est accordée à la recherche scientifique, elle est où dans cette histoire? Parce qu'on ne peut pas parler de système éducatif performant s'il n'y a pas de promotion de la recherche scientifique. Voilà, très bien. Alors maintenant, c'est par rapport à la recherche, si vous prenez... D'abord, il nous a pris en plein vol. C'est-à-dire on était très avancé dans les réformes. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer son prédécesseur, Mamadi Kourouma, le professeur Mamadi Kourouma, qui est un grand réformateur. Et franchement, il nous a trouvé, comme je le dis, en plein vol. Nous étions vraiment sur la bonne voie pour aller vers les universités standards du monde, les plus prestigieuses. Parce qu'il a réussi vraiment à impulser la recherche au sein de cette université. Quand il quittait, il avait réussi au moins à mettre en place plus de 17 masters. Voilà. Alors ça, vous savez, la recherche... ou si vous voulez, l'élite universitaire commence sa formation à partir des études avancées et la porte d'entrée des études avancées, c'est les masters. Et franchement, il avait réussi ça. Donc, il a réussi et puis les subventions pour faire fonctionner correctement les masters. Ça revient encore. Oui, mais vous savez, ça revient encore, M. Mara. Mais non, la recherche à la plaie, c'est important. Vous dites que les subventions, c'est la dernière des choses, M. Mara. Tout ça à la plaie, c'est très important. C'est le nerf de la guerre. Mais Lamine, on ne peut pas parler de... Je comprends très bien qu'on ne peut pas travailler sans moyens. Je comprends très bien l'observation de discussion à la plaie, M. Mara. Voilà, maintenant, les moyens alloués par le budget national, c'est-à-dire... Vous êtes laissé pour compte. Mais on est laissé pour compte. C'est très mal géré. J'ai bien compris. Il y a une gestion malsaine, qui ne dit pas son nom et qui paralyse aujourd'hui tout le système de la recherche qu'il a hérité de son prédécesseur. Et aujourd'hui, les masters là sont très mal gérés. Ils sont même paralysés. Et il y a des directeurs de masters aujourd'hui qui ont fermé les masters pour dire qu'ils ne foutront pas pied à Sonfonia tant qu'il est recteur. Parce qu'il a mis les bâtons dans les roues. Et franchement, ça ne fonctionne pas. Vous qui l'avez côtoyé, vous dites le connaître. Comment comprendre que quelqu'un quand même qui a suivi un schéma se retrouve aujourd'hui à tout mélanger? Qui a un professorat. Mais c'est la question qu'on se pose. Vous savez, aujourd'hui, regardez, nous qui sommes de la jeune génération, on a une carrière difficile devant nous. Vous savez, à leur temps, ils bénéficiaient de ce qu'on appelle l'avancement local, interne, et tout se concoctait ici. Maintenant, aujourd'hui, avec l'ouverture du monde, nous, on est bloqués. C'est-à-dire, le blocage, c'est quoi? C'est que nous, on ne peut plus avancer
c'est-à-dire sur le plan local, ça c'est exclu. Maintenant, c'est le CAMES. Alors, pour être effectivement dans cette carrière-là, il faut de la rigueur. Il faut si vous voulez, il faut effectivement beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence. C'est-à-dire, au point de vue formation, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, quand vous voulez aborder, quand vous devriez aborder, si vous voulez, une carrière comme ça, c'est que vous ne pouvez pas accepter que la gestion de votre carrière soit prostituée. Et aujourd'hui, si on se laisse faire, c'est que nous, on n'aura plus l'occasion de se présenter, de se comparer aux collègues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et qui ont aujourd'hui une carrière internationale. Ce sont des itinérants. Est-ce que vous pensez que l'avenir de la recherche en Guinée est menacé? Elle est menacée tant qu'on gardera, par exemple, un recteur comme Koreba, mais on ne parlera plus de recherche à Somphonia. C'est pourquoi nous, c'est-à-dire, on trouve que la case... Hormis tout cela, qu'est-ce que vous lui reprochez encore? Parce qu'on apprend que la gestion de l'héritage laissé par son prédécesseur a été catastrophique. La gestion même... Mais c'est ce qu'on le reproche, c'est-à-dire tous les acquis légués par son prédécesseur, les acquis dont je parlais, qui faisaient vraiment la fierté de l'Université générale d'Ansana Conté de Somphonia, parmi les universités de la place, et qui commençait à avoir même une réputation internationale. Le risque, la plus grande crainte que nous avons aujourd'hui, c'est que, c'est-à-dire toute cette avancée significative qu'elle a connue est en train d'être foulée au sol. Et donc, si on ne prend pas garde, si on ne prend pas nos responsabilités, mais nous-mêmes, c'est-à-dire notre avenir va être hypothéqué. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que... pas écouté par non, mais on va être écouté, parce que déjà... Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, ce que nous comptons faire dans un proche avenir, c'est que quand le nouveau, parce que d'abord nous sommes des scientifiques, c'est nous qui formons des grands cadres du pays, on ne va pas se comporter comme l'homme de la rue. D'abord, il faut suivre la procédure. Nous attendons que le nouveau prenne fonction. On réitère la revendication et on demande son départ dans un bref délai. Vous pensez que son départ peut résoudre ce problème? Mais ça va résoudre le problème. Mais nous, on est resté avec son prédécesseur pendant 12 ans. On est venu à Somphonia en 2005 et puis il est parti en 2018. Mais nous savons, moi qui vous parle, c'est-à-dire son prédécesseur, je ne m'entendais pas avec lui parce que nous, notre guéguerre à l'époque à la faculté, c'était les petits postes. Mais quand il est venu, il nous a dit arrêtez. Et il dit je m'en fous de vous les juristes, vous êtes des gros parleurs, vous êtes des bons parleurs, ici c'est le grade qui compte. On a eu un choc, c'est-à-dire on a pris un professeur d'histoire pour l'amener à la faculté, pour faire de lui un doyen de faculté. Mais on était tellement choqués que c'est ce qui nous a tous amenés à aller étudier à l'extérieur pour venir relever ce défi. Maintenant, nous partons pour aller souffrir et pour venir attendre dans un proche avenir les avantages. On trouve que la case brûle et vous voulez qu'on croise les bras, mais c'est lui qui va partir. Si on ne nous écoute pas, mais on a les moyens de se faire écouter. On espère juste que par frustration, puisqu'on parle de subventions mal gérées, certains enseignants n'ont pas monté ce coup du siècle pour faire disparaître notre corps. Les grandes gueules. Voilà. Mais écoutez, voilà, monsieur Silla, ne soyez pas surpris. Vous savez, les événements qui ont précédé ce cas de vol malheureux prouvaient à suffisance que ça allait arriver. Vous savez, le campus, on est là, mais il a posé... Il y a 2 semaines pratiquement, il a posé des actes inhabituels. Les grandes gueules. Et c'est lui qui a créé les conditions du vol. Je vais vous dire. Oui, c'est lui qui a créé... Non, je pèse mes mots. Lamine, je pèse mes mots. Lamine, je pèse mes mots et je suis prêt à répondre partout où besoin sera. Non, ici vous n'êtes pas à la police, rassurez-vous. Vous n'êtes pas du tout à la police. Quels sont ces actes? Juste envie de comprendre. D'abord, est-ce que vous voulez nous faire comprendre ce matin que c'est le recteur qui est un petit peu l'organisateur Non, je ne dis pas que c'est lui le voleur. Non, assumez. Assumez, monsieur Marat. C'est le premier, monsieur Marat. Assumez, monsieur Marat. Assumez, oui. Assumez. Non, Lamine, je pèse mes mots. J'ai dit qu'il a posé des actes qui ont favorisé le vol. En clair, c'est lui le cerveau. Non, il n'est pas le cerveau. Quels sont ces actes? Très bien. Voilà, c'est la question que j'attendais. Les actes se présentent comme suit. Il y a pratiquement une semaine, il a posé un premier acte inhabituel. Vous savez, le campus est un monde vivant, 24 heures sur 24 heures. Les grandes gueules. On est resté dans ça pendant 12 ans, ça n'a pas changé. À sa venue,
il a posé beaucoup d'actes. Je n'aurai pas l'occasion de raconter tout ça ici. Mais par rapport à l'événement d'avant-hier, là, il y a une semaine, il a demandé que le campus soit fermé tous les jours à partir de 18h. Acte inhabituel. À partir de 18h, que tout soit arrêté sur le campus et que personne n'y ait accès. Alors, ça, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'a pas tiré en long. Alors, on a poussé la semaine, la veille du week-end, une autre décision très surprenante. Il intime aux gardes, parce que vous voyez le grand portail, nous avons une garde mixte. Il y a les militaires, il y a les vigiles qu'il a recrutés, d'ailleurs qu'il a trouvé déjà recrutés. Alors avec cette garde mixte, la garde l'a fait face à la porte qui abritait le coffre-fort. Mais c'est pas possible, c'est-à-dire si le milieu était resté ambiant, c'était pas possible que le vol arrive. Maintenant, il a intimé aux vigiles et aux gardes que personne n'ait accès au campus et à partir du samedi jusqu'au lundi. Personne n'a, même les prestataires qui sont là pour les photocopies, qui ont des machines et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire on a fermé le portail contre tout le monde. Alors, maintenant, le campus était vide, donc favorable à tout acte ignominieux. Maintenant, le lundi, on nous apprend que le coffre-fort a été... Mais c'est aussi simple. Mais vous voulez qu'il soit responsable de ça? Mais voilà. C'est pas à nous de le dire, M. Marat. Ah, d'accord. C'est pas à nous de le dire. Il a mis en place un cadre favorable. Exactement. Voilà, j'assume. Bien. C'est lui qui a créé les conditions. Le voleur. Mais alors... Non, Antoine. Et puis léger, vous savez, mais ça nous a tellement intrigué. C'est-à-dire, vous avez organisé un point de presse avec lui. Nous l'avons suivi. Et puis, pendant le point de presse, après, son assistant vient lui parler à l'oreille pour dire, le coffre-fort a été retrouvé comme par magie. Retrouvé à Koya. Et il s'est mis à rire. Exactement. Non, mais Moussa. Moussa qui a les yeux de lynx et même l'esprit de lynx. C'était pas réjouissant. C'est-à-dire quand vous connaissez un acte comme ça, c'est-à-dire dans une institution que vous pilotez, mais c'est regrettable pendant qu'on vous reproche, parce que la presse est en train de le reprocher, il se met à rire, mais c'était incroyable. Moi, l'inquiétude que j'ai désormais, Lamine, c'est qu'il s'agit d'université. Le vol peut être toléré quand ça se fait au niveau de l'administration. Mais là où on forme le futur du pays, mais je dis, qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Qu'est-ce qu'on va dire à nos étudiants? Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme comportement, je sais pas, comme vertu? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Si demain, l'un d'entre eux fait disparaître la Banque centrale, je ne veux pas lui en vouloir, sincèrement. Moussa, c'est très bien dit. Merci beaucoup en tout cas, M. Marat, d'être passé ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. J'espère vous revoir souvent. Et voilà, c'est très important. Merci Lamine. Merci. Et merci à tous les grands. Merci d'être passé. Voilà. C'est un vrai enseignant. Vous êtes chez les GG. Espace TV, Les Grandes Gueules. Le top des GG. Un mot de culture avant de boucler cette émission. Elle est du monde de la culture et elle s'est donnée pour mission de vendre la beauté guinéenne depuis 2008 et pendant 12 ans. Elle a organisé le concours de détection des belles femmes de notre pays, 12 Miss avec leurs dauphines qui ont souvent participé à des compétitions africaines et voire même internationales. Mais depuis la dernière édition, elle n'est plus bien aimée au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Son problème, l'équipe de l'actuel ministre des Sports lui reproche des comportements peu catholique à l'égard des demoiselles qui acceptent de se confier à elle après leur élection. Il a été donc décidé de lui retirer l'organisation qui a connu quelques couacs tout de même au cours des dernières éditions. Johanna Barry, promotrice culturelle et présidente du comité d'organisation de Miss Guinée, veut dire sa part de vérité chez les grandes gueules. Elle qui se réjouit d'ailleurs de l'arrivée d'une dame à la tête du ministère de la Culture attend des changements profonds. Donc Amadou va essayer de l'appeler, bien entendu, on va essayer de savoir sa part de vérité. Pourquoi voudrait-on lui retirer l'organisation de cette compétition Miss Guinée?
Mafoudia Bangoura, qu'est-ce que vous en savez? Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette commission. On se rappelle d'abord, il y a très longtemps, lorsque les Miss ont défilé à maillot de bain. Donc déjà, on se rappelle du tollé. Lorsque les personnes étaient là-bas, pour beaucoup, c'était un manque total de respect vis-à-vis de nos mœurs. Elles pouvaient porter d'autres tenues, mais pas être en bikini. On se rappelle de ce tollé. Pas des maillots de bain, des bikinis. Voilà, des bikinis, voilà. Donc c'est quelque chose qu'il fallait surtout pas porter. Et après, avec le temps, quand même, ce qui est un fait, on se rend compte que Miss Guinée est totalement différent de Miss, par exemple, de Miss Côte d'Ivoire ou de Miss, je sais pas, de Miss Monde. En tout cas, l'organisation est catastrophique. La dernière compétition... Faut pas exagérer. Non, attends, catastrophique, comment? Pas toutes les fois. L'organisation... La dernière édition, pour moi, était bien. Antoine, voilà. C'est ton avis. C'est le mot catastrophique là qui me choque. Non, on parle de catastrophe, on vient de parler de télé. Laisse-la finir. L'organisation est catastrophique. J'ai regardé la compétition comme toi. Tu peux avoir une autre lecture. Je peux avoir la mienne. Merci de respecter le regard que j'ai. Parce que j'ai aussi regardé les autres compétitions et c'est totalement différent. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je comprends bien la volonté de Johanna Barry de ne pas vouloir lâcher parce que ça fait quand même longtemps qu'elle se bat pour cette compétition. Mais elle doit aussi être à mesure de reconnaître que ça ne va pas du tout. Et lorsqu'on dit ceci, pour elle, la raison se trouve au niveau du département. Donc, nous allons peut-être, comme on l'a finalement, essayer de comprendre tout ceci. Et le département qui estime désormais que il faut trouver un autre organisateur à cette compétition. Peut-être qu'avec cela, on pourrait changer la donne. Johanna Barry qui est d'ailleurs en direct, Jacques Léo-Alédon. Les grandes gueules. Madame, bonjour. Je pense qu'elle n'a pas de retour à Amadou Barry. Allô, madame, vous nous entendez? Oui, bien. Je vous entends très bien. Merci. Voilà, bienvenue à cette émission. Et donc, pour commencer, est-ce que vous vous considérez encore présidente du Comigui ou alors vous prenez acte de la décision du ministère de la Culture? Avant de débuter dans mon entretien avec vous, j'aimerais rectifier quelque chose. Ah, voilà, s'il vous plaît. Je suis encore la présidente de ce comité. Voilà, le comité ne m'a pas été retiré, contrairement à ce que dit la dame sur votre plateau. Donc, ils ont cru me retirer le comité, mais ils ne l'ont pas retiré. Voilà. La décision a-t-elle été prise ou pas? Et le ministère n'a pas le pouvoir de me retirer mon comité. Ce comité est mon bébé. Il est à moi. Ils n'ont aucun pouvoir. Tout conflit avec un département, je pense que cela se règle au niveau de la justice. J'ai fait maintes fois, j'ai essayé de mener la démarche maintes fois au niveau de ce département-là, pour qu'on puisse régler nos problèmes, comme il faut pour qu'on puisse avancer. Mais ça a toujours été une sorte d'un jeu du chat et de la souris. Vous comprenez? Et ils ne savent pas. Vous savez le sacrifice que j'ai eu à faire pour atteindre ce niveau-là. Comme dit madame, la dame sur votre chose, le bikini, il est permis. Il est permis partout, dans tous les concours. Même le chef de département sortant me l'a dit en face. Le bikini est permis partout, même le plus grand pays musulman du monde. L'Indonésie le fait. Donc, tu tombes les armes à la main. En ce moment, il était simple conseiller au niveau de la présidence. Vous comprenez? C'est juste un montage. Et là, mon regret, c'est qu'il y a un ministre qui a été victime de ça. Qui a été diffamé ici. J'étais obligé de rectifier le tir. Vous comprenez? Donc c'est juste cette parenthèse-là que je voulais. Alors, Madame Johanna, moi OK, par rapport à cette décision du ministère de la Culture, quand même, nous avons appris qu'il y a eu un appel d'offres et que finalement, c'est à la structure CAPAF qu'on a donné l'organisation de cette compétition dorénavant. Est-ce que vous n'avez pas eu vent de cela? Bien sûr que j'ai eu vent de cela. Mais pour moi, c'est du pipeau, quoi. Vous comprenez? Ce n'est que du pipeau. Quand j'ai reçu ce message-là, ce document de la part du ministre de la Culture, à l'époque, monsieur Samsi Bantamasso, j'ai demandé à le rencontrer. J'ai été le voir à son bureau. Je lui ai posé la question, avec tout le respect que je lui dois, avec tous mes collaborateurs autour de moi et son chef de cabinet. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait parce que je ne comprenais rien. Parce que moi, en ce qui me concerne, toutes les obligations dues au comité Miss Guinée ont été respectées. Par contre, même un COPEC, même un encouragement, rien n'a été fait. Aucun suivi n'a été fait de leur part. Il m'a dit oui, tout simplement, il m'a regardé en face. Il m'a dit oui, parce que tu ne fais pas ce que je veux. Tu ne fais pas ce que je veux. Tu ne fais pas ce que je veux. Tu as de la personnalité, tu as de la valeur. Et tu allais voir, peut-être que ton comité allait avancer. Je dis, bon, donc c'est un défi. Il m'a regardé, il s'est mis à rire, je suis sortie et je lui ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Je suis sortie. Ce que je veux. Vous voulez faire allusion à quoi? Voilà, faites allusion à quoi en disant que vous ne faites pas ce qu'il veut?
Comment? J'entends pas très bien. Qu'est-ce que Bantama veut que vous fassiez que vous n'avez pas fait? Allez lui demander, allez lui poser la question. Allez lui poser la question. Moi, en ce qui me concerne, sur le plan professionnel, je fais ce que j'ai à faire. Bon, Johanna Barry, on a tout de même entendu des choses. Johanna Barry, on a entendu des choses en coulisses. Qu'est-ce qui vous lie à Bantamasso? On apprend qu'il y a des histoires liées à des relations intimes. Est-ce que vous le confirmez ce matin à l'antenne? Vous a-t-il fait des avances? Des avances. Est-ce que Bantamasso vous a fait des avances? Non, écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, ok? Moi, c'est un chapitre tourné, ça, c'est une page tournée. Qu'il ne fasse des avances ou pas, ces avances, ça ne regarde que lui. Vous comprenez? Et je viens d'apprendre que ce comité-là, cet appel d'offres-là, il a remis à sa nièce. Vous comprenez que c'est sa nièce qui a eu l'obtention de ce comité-là. Ah oui, sa nièce. Et je vous dis, c'est un non-événement pour moi. Donc, je demande à sa nièce, à sa fameuse nièce, de se mettre à l'écart de mon chemin. Parce que c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Oui, c'est un cadeau empoisonné. Madame Barry, on comprend effectivement votre colère, mais ce qui pourrait aussi vous aider, c'est d'aider par exemple le public, l'opinion, à comprendre en quoi le ministère ne peut pas vous retirer l'organisation de cette compétition. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui fait que cette compétition est la vôtre? Mais qui attribue l'organisation? Donc, expliquez-nous déjà à comprendre cela. Aidez-nous à comprendre cela. Comment? L'organisation de ce concours, est-ce une organisation volontaire et indépendante ou bien le ministère a le droit de désigner une structure qui organiserait l'élection Miss en Guinée? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Madame Hiro. C'est une initiative privée, comme tous les comités du monde. Comme tous les comités du monde. Seulement chapeauté par les départements de tutelle. Et moi, je collabore avec plusieurs départements ici. Pas seulement le ministère de la Culture, je collabore aussi avec le ministère du Tourisme, avec le ministère de la décentralisation, avec le ministère des Affaires étrangères et des Affaires sociales. Vous comprenez? Et avec ces gens-là, tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. Parce qu'on le veut ou pas, c'est pas pour me... Mais j'ai été toujours correct dans ce que je fais. J'ai été toujours correct dans ce que je fais. Et je suis... Qu'est-ce qu'on vous reproche? Madame Barry, allez, on se calme. Madame Barry, vous reconnaissez... Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des difficultés dans l'organisation qui font qu'on n'a pas une compétition de qualité? Qu'est-ce qui explique alors ces difficultés? Enfin, on a des difficultés. Pour mettre une initiative en place, on a des difficultés. On ne peut que demander du soutien. Et c'est tout. Si je suis entourée par ce qu'il faut, vous pensez que je vais ramener comme ça sur le terrain? J'ai un palmarès. Malgré les difficultés, j'ai un palmarès. J'ai été à Miss Monde. La première fois, la Guinée a été à Miss Monde. Je suis à ma 7e participation à Miss Monde. J'ai eu le titre de Miss CDAO. Vous comprenez? Miss Nayab, Miss Fespam, Miss Africa Continent. J'ai tous ces palmarès-là. Qui peut me dire ici qu'il a fait comme moi? Qui peut me dire avec mes propres moyens? J'ai même vendu ici un de mes parcelles pour pouvoir travailler. Parce que je n'ai pas le soutien du département. Au contraire, ce n'est que du dénigrement. Et je tiens à lancer un appel ici au conseiller juridique. Le conseiller juridique de ce département-là. Bien. Dernière question, Moussa Moïse, pour terminer. Alors, Johanna Barry, vous avez sûrement entendu ce que vos détracteurs avancent comme argument. Ils estiment que je Miss pense qu'elle Guinée... continue à parler. Mais, Madame Johanna Johanna, Barry. vous nous entendez? Non, mais attendez. Alors, attendez. Écoutez alors. La radio, c'est également voilà, l'heure. Écoutez. Nous allons vous poser une dernière question, madame, si vous le permettez. Alors, est-ce que vous avez entendu ce que vos détracteurs vous disent, comme quoi Johanna Barry a fait de l'organisation Miss Guinée sa chose, en chosifiant les Miss, en leur donnant en pâture à certains sugar daddy de ce pays, et tout cela, on parle même de proxénétisme. Avez-vous entendu cela, et quelle est votre défense? Ça me fait marrer. En fait, le problème, c'est que j'aimerais tellement... Moussa Moïse, tu es un journaliste d'investigation. Tu as du talent. Et tu comprends? Je sais que tu peux accéder à toutes sortes d'informations. Je veux que tu partes vers ces gens-là, vers ces Miss-là, vers leur famille. S'il te plaît, va vers elles et pose la question sur Johanna Barry, sur le comportement de Johanna Barry. Vous comprenez? Elles m'ont toutes considéré, elles me considèrent toutes comme leur mère, comme leur tata. Vous comprenez? Il y a un respect entre elles et moi, religieux. Et j'ai une éducation. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre devant Dieu et les hommes. Vous comprenez? Et je vous fais confiance, M. Moussa Moïse.
S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, menez votre investigation et vous ferez votre propre opinion de la part de Johanna Barry. Bien, Johanna Barry, donc présidente du comité comité d'organisation Miss Guinée. Oui, non, juste 30 secondes pour terminer. Non, Jacques. On est pris par le temps. Pardon, le micro. Je voudrais, parce que c'est important de le savoir, quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à la nouvelle ministre de la Culture? Eh bien, quand j'ai appris la nomination de cette dame, j'ai prié et j'ai jeûné le lendemain. Ah oui, j'ai prié et j'ai jeûné le lendemain. J'ai remercié le Tout-Puissant. Parce que le but du ministre sortant, c'était de continuer à s'accaparer ce département-là. Je remercie le chef de l'État d'avoir pensé à une femme cette fois-ci pour ce département-là. Et j'espère que les choses se passeront bien pour le monde culturel. Parce qu'il y avait de la souffrance là-bas. Ce monsieur se prenait là-bas pour un empereur. Je vous assure. Personne ne peut placer un mot, tout c'est pour lui. La preuve, il a remis le comité d'après lui à sa nièce. Mais derrière, c'est lui le président du comité. Parce que c'est quelqu'un qui aime ce genre de truc, quoi. Ça le fait rêver. Et voilà. Donc c'est ça. Et je remercie le Tout-Puissant d'avoir mis cette dame-là, là. Et j'espère que la collaboration se passera de mieux en mieux. La part de vérité de Johanna Barry, présidente du Comigui, promotrice culturelle. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules, Madame Barry. Comment? Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Madame Yero. Bien. Alors, Moussa Madame Moïse, Yero, sincèrement, nous parlons de beauté. Il faut qu'on arrête de balafrer quand même ce comité. Ça n'a pas de sens. On fait une injustice terrible à cette dame. Il faut avoir le courage de le dire. Le comité Miss Guinée n'est pas tombé du ciel en Guinée. Ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs. C'est une association. Elle a créé une association. C'est normal qu'elle travaille avec le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture ne peut pas faire de cette association, de ce comité, sa chose. Ce n'est pas normal. Si tant est qu'elle ait failli dans l'organisation, il est normal qu'on l'appelle autour de la table et qu'on lui donne des directives, qu'on lui dise voici les principes auxquels tu dois te soumettre, au risque de te voir retirer ton agrément ou ton autorisation d'organiser la compétition. Mais on ne dit pas, ben écoutez, comme ça apporte beaucoup d'argent, comme il y a beaucoup de visibilité derrière, on t'arrache complètement toute la compétition et on fait un appel d'offres. Vous faites un appel d'offres par rapport à quoi? À une association? Mais je ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, ça existe depuis les années 50. Miss Côte d'Ivoire. Depuis les années 50. Yapobi, il est là-bas depuis quelle année à la tête de ce comité? Depuis quelle année? Et ça fait des merveilles. C'est devenu même une institution du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'on lui foute la paix à cette dame et s'il y a des directives, qu'elle soit aidée par le département pour s'organiser, mais sincèrement, ça n'a pas de sens. Ce sont des guéguerres qui existent dans les départements et c'est bien qu'elle s'arme de courage. Moi, ce que je lui demande simplement, c'est peut-être d'organiser sa communication parce que ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Barry dans ce studio qui était très remonté justement par rapport à l'organisation de Miss Guinée, de cette élection, de ce concours national. Elle dit que personne ne peut lui retirer l'organisation de... Est-ce que vous comprenez cette sortie, cette volonté pour elle de ne pas sortir du cadre de l'organisation de Je comprends sa colère parce que c'est quand même un projet qu'elle a nourri il y a des années de cela. Quand on parle Miss Guinée aujourd'hui, la première tête qu'on voit, c'est la tête de Johanna Barry. Donc, qui s'est passé des choses et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette guéguerre, c'est bien possible. Maintenant, l'inquiétude aujourd'hui, ou ce qu'on veut comprendre, parce que lorsqu'on a Johanna Barry qui est formelle, qui dit qu'on ne peut pas lui retirer cette commission, et que du côté du ministère de la culture, on parle d'un contrat qu'il y avait entre le ministère et Comigui, un contrat de 10 ans qui est aujourd'hui terminé. Ça, c'est quelque chose, on ne peut que demander à comprendre. Hier, on a écouté ce responsable du ministère justement qui expliquait qu'il y avait un contrat de 10 ans. On a besoin d'une certaine clarté, explication autour de cela. Parce que quand on prend l'organisation des Miss Monde partout des Miss
des pays. Un peu partout. On sent une implication tellement de toutes les structures qu'on se dit que non, ça ne peut pas être forcément du vouloir d'une seule personne. Et quand on prend, c'est tout le pays qui est concerné. Parce que quand on prend le cas de la Guinée, par exemple, quand on dit Miss Guinée, les Miss viennent de toutes les régions. On a cette compétition. Jonah, ce qui est clair, a eu des difficultés, beaucoup de difficultés. Et ça s'est ressenti dans l'organisation des différentes compétitions. Quand on regarde aujourd'hui les Miss Guinée, mais ce qui se passe, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on peut voir ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui peut bien expliquer? On apprend qu'elle a eu des difficultés à avoir des sponsors et on ne peut pas parler... Des difficultés avec le département. De département, les sponsors et autres. Et quand on a une telle organisation, on ne peut pas le faire sans les sponsors. Parce que l'essentiel même des cadeaux pour les Miss, les dauphines et autres viennent de ces entités qui acceptent d'accompagner l'organisation. Et lorsque vous n'avez rien de tout ça et que vous y alliez quand même... mais quand on vous met également les bâtons là, dans les roues, ça peut être compliqué. C'est à cela que j'en viens. Lorsque vous n'avez pas de sponsor pour pouvoir organiser, vous avez de la difficulté à collaborer avec des agents du ministère du ministère de la Culture. Je me dis, c'est l'expression que j'utilise, que Jonah Barry elle-même a permis à ceux qui voulaient la détruire de la détruire. Parce que rien qu'à présenter aujourd'hui le résultat de ces compétitions, on se dit que ce sera difficile pour beaucoup de comprendre les difficultés qu'elle a. Moi, à sa place, j'aurais fait quoi? J'aurais peut-être appelé à une conférence de presse pour expliquer en quoi, avec ce que j'ai, je ne peux pas organiser une compétition Miss Guinée digne de nom avec le peu que j'ai. Parce que j'ai besoin d'éléments que je n'ai pas aujourd'hui. Et pour quelles raisons? J'énumère les raisons et je reporte la compétition. Mais elle est allée à cette compétition avec des difficultés. Aujourd'hui, on retrouve une dame qui a gros sur le cœur, qui en a ras-le-bol de tout ce qui se passe autour d'elle. On l'a écouté hier, cette dame qu'elle accuse d'être la nièce de Bantamaso, c'est pourquoi elle aurait eu le marché. Celle-ci a parlé hier disant ne même pas connaître Bantamaso. Donc, en réalité, il y a un point. Laisse-moi clôturer rapidement. Ce que moi je veux bien, c'est qu'il y ait que Jonah Barry en personne organise sa communication pour qu'on sache, parce que c'est important. C'est vrai qu'on la comprend aujourd'hui. Elle a tout à fait raison de s'énerver quand tu as nourri, je sais pas, entretenu quelque chose et qu'à la fin, on te dise va à l'aise. Mais en même temps, cela ne nous enlève pas le droit de savoir est-ce que l'organisation d'une telle compétition appartient au ministère de la Culture ou à Jonah Barry même. C'est ce travail-là, c'est cette explication qu'on voudrait avoir. Et elle-même, elle devrait pouvoir y participer. Partenaire ou pas, parce que ce n'est pas ce qu'on voit déjà. Non, quand on parle de contrat, ça, ce n'est pas que le partenariat. C'est comme si on vous octroyait quelque chose pour un moment, mais après vous rendez, ce n'est pas autre chose. Toute chose qu'on ne comprend pas du côté de Joanna. Donc peut-être c'est cette organisation communicationnelle qu'on va offrir pour qu'on sache à date à qui appartient réellement l'organisation du Comigé, et puis on pourra aller sur d'autres éléments plus tard. Allez-y, Kapsa. Voilà, moi ce que j'ai envie de relever rapidement, c'est d'interpeller d'abord ce que Maf est en train de dire. Il faut que Joanna Barry elle-même, elle réussisse d'abord à sortir de l'émotionnel. C'est vrai que c'est difficile quand on a mis un bébé au monde, on a tout donné pour donner vie à ce bébé-là, qu'on se voit se retirer, ça fait très mal et c'est difficile à cerner. Aujourd'hui, s'il s'avère qu'il y a un contrat qu'ils ont signé à l'entame, il lui sera difficile aujourd'hui de se mettre dans la posture dans laquelle il est en train de se mettre. Et si c'est cela, il est important qu'il accepte encore une fois de sortir de l'émotionnel, d'aller vers les dirigeants, l'autorité, donc le ministère de la Culture, et échanger avec eux, leur donner véritablement la possibilité de pouvoir revenir sur l'organisation d'un tel événement. Et au-delà de ça, moi je ne vois pas à mal, s'il y a une nouvelle structure qui veut faire la même chose, qu'on puisse, elle, lui retirer. Le fait même de voir toutes ces structures le faire, ça crée une sorte d'émulation et après, ça nous amène vers... c'est une seule Miss Guinée. Attention, c'est une seule Miss Guinée. Écoutez, Miss Guinée, c'est Joanna Barry, le Comigui, celle qui a créé le Comigui. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Celle qui a créé la structure. C'est comme si vous créez une entité, ça vous appartient, vous lancez un projet sur 10 années. On sait, moi j'ai eu la chance d'assister à Miss Guinée en 2016-2017. L'organisation était impeccable. On est dans un pays, lorsque vous faites un faux pas, au lieu d'être soutenu, on vous combat. On vous abat. Joanna Barry, elle est victime aujourd'hui je ne dirais pas d'elle-même, mais elle est victime d'un système. Il faut qu'on comprenne une chose.
Le Comigi, c'est une société qui appartient à Johanna Barry. C'est un projet personnel. Le partenariat dont on parle, c'est une convention entre elle et le ministère du point de vue organisation. Le projet, elle appartient. On ne peut pas vous arracher votre projet que vous avez quand même caressé depuis des années sous prétexte parce qu'il y a une édition qui a été relayée à la télévision, il y a eu un fiasco. L'organisation, je vais vous dire, moi j'ai connu des sociétés qui ont accompagné Johanna Barry sur des années. Aujourd'hui, elle n'a pas de sponsor. Dans chaque pays, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, l'État subventionne la structure. Johanna Barry n'est pas subventionné. Comment voulez-vous que, si l'État ne vous accompagne pas, que ce même État ait un droit de regard sur ce que vous faites? Je ne peux pas comprendre cela. Et n'oubliez pas que Johanna Barry, du point de vue bilan, quand même, qu'elle a pu faire des choses. Vous imaginez, par exemple, le Miss FESPAM. Johanna Barry l'a eu. Miss Nayad, Miss Grand Sumo International, Miss Sidao avec Mariam Diallo, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui a fait la même université que moi. Johanna Barry, je sais combien de fois, elle était à tout moment à l'université pour amener ces filles-là sur la scène. Elle a réussi où beaucoup ont échoué. Et sans oublier Miss Africa Continent. Je pense qu'il faut qu'on relativise les choses. Johanna Barry, normalement, on pose mal le débat. On aurait dû dire, bon, quelles sont vos difficultés? Est-ce que c'est la subvention qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos résultats? On corrige les choses. Mais on ne peut pas venir tout simplement comme ça avec l'épée de Damoclès de la tête pour l'abattre. La Guinée, malheureusement, c'est le cimetière des talents. Lorsque vous avez un projet, au lieu qu'on ne vous soutienne, on vous combat. Cette dame, elle est victime. Il faut que les gens le comprennent. Il faut l'aider. Même cet appel d'offres dont on parle. Moi, j'ai fouillé hier cet appel d'offres dont on parle. Il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des structures qui ont postulé, qui ont dit que le cahier des charges n'a pas été respecté. Parce que, attention, la structure aujourd'hui qui a le marché, on dit que c'est une structure qui est compétente ou spécialisée dans tout ce qui est mode. Une personne qui fait la mode et une élection Miss, les deux choses, c'est deux choses qui sont distinctes. Donc il faudrait qu'on revienne. Il faudrait qu'on évite. Pourvu que les compétences oui, mais soient la il faudrait qu'on évite quand même de tomber dans le clientélisme. Johanna Barry, je pense qu'aujourd'hui, elle a plus besoin d'une subvention, d'une aide, au lieu d'être d'un soutien de la part de l'État. Elle a l'expérience. Elle a la volonté. Pourquoi ne pas l'accompagner? Des tonnes de mises dans ce pays aujourd'hui qui font la fierté sur le plan international. Mais justement, c'est là le problème. Comment aller vers cette solution lorsque on a un responsable du côté du ministère qui ne s'entend pas avec celle qui... Nous connaissons quand même le tempérament du ministre. On sait que sur le plan politique, c'est un homme qui défraie la chronique. Aujourd'hui, même dans le monde de la culture, il ne s'agit pas de tempérament. Non, mais aujourd'hui, on a une nouvelle... Johanna Barry, moi, je pense qu'elle doit repartir vers le ministère, car sur table, parce que même le partenariat dont on parle, c'était 2 ans. 2019, 2020. 2020, vous savez, avec le Covid, il n'y a pas eu d'élection. Miss Guinée. Donc maintenant, on peut faire peut-être une projection pour dire, comme on n'a pas pu organiser, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été stoppées. Comme on n'a pas pu organiser en 2020, on accepte qu'elle puisse organiser en 2021, mais en renégociant les choses et en essayant d'aller sur de nouvelles bases. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Johanna Barry n'est pas accompagnée par l'État guinéen et n'a pas de sponsor. C'est ça qu'on doit résoudre. Allez-y Antoine pour clore sur ce sujet. Sur le cas Comigi, c'est depuis des années que le débat perdure. J'étais de ceux qui disaient que Johanna était non seulement combattue, mais il y a une certaine volonté manifeste de certains de lui arracher son projet. On a suivi à un moment donné, lorsqu'en 2017, au temps de Yula, pour cette élection, cette finale, où des filles ont défilé en bikini. Mais un bikini, Antoine, quand même. Bikini ou bikini, je sais pas. C'est bikini. Ok, en petite tenue. On a vu des Guinéens s'effaroucher, qui étaient surpris de voir des filles défiler en petite tenue. Mais même dans les pays musulmans, c'est comme ça que les filles défilent. Et d'ailleurs, dans les autres pays, c'est pire. Parce qu'à l'époque, les filles sont habillées en petites culottes, chez nous en Guinée. Mais on est allé jusqu'à dire que le PM est allé assister à une sorte de proxénétisme, à une sorte de, je sais pas, de dépravation de nos mœurs et tout cela. Mais à l'époque, Yula a été, je l'ai vu désemparé. Il a même fait une sortie, ses proches ont fait une sortie pour dire qu'il a été trompé lorsqu'il est parti là. À l'époque, Johanna a été suspendu pour ce tact. Mais lorsque ça a repris en 2019 ou 2018, mais j'ai entendu des Guinéens dire que les filles ont porté des talons boucarés. Que les boucarés, c'est pas ce qu'on doit porter. Mais on trouve toujours la petite bête pour critiquer. Le Guinéen ne propose pas. Le Guinéen critique, Madame Yerou. C'est ça le problème de ce pays. On ne vous aide pas. On ne vous aide pas. On vous critique. On est dans une critique systématique et négative. Le Guinéen ne propose pas. Donc c'est son droit de comparer. Le Guinéen. Vous n'allez pas. Mais c'est pas de la faute de ces Guinéens qui ont aussi. On s'écoute. Le Guinéen est prompt à critiquer, il ne propose pas. On veut faire de la comparaison. Attends, on va dans la comparaison.
Voilà, on va marquer la pause parce que vous ne vous écoutez pas. Allez-y rapidement, en 30 secondes pour terminer. On va dans la comparaison. Miss Côte d'Ivoire 2019, elle a bénéficié de quoi? Attendez, elle a bénéficié de quoi? La première dame qui lui a donné non seulement de l'argent, mais des dons. Elle a reçu un véhicule, elle a reçu un abonnement pour, téléphonique pour 1 an, l'assurance et tout cela. Des millions de francs CFA, elle a bénéficié de partenaires et de l'État. Pour réaliser son projet. En Guinée, elle a bénéficié de quoi? De 12 millions de francs guinéens de la part du Comigui. Mais de quoi d'autre? Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Voilà ce qu'on pouvait vous dire essentiellement pour cet autre numéro des Grandes Gueules. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci à vous tous qui nous regardez à la télévision, à l'international, mais aussi à l'intérieur du pays. Merci à la régie, en tout cas à tous nos hommes, tous ces jeunes qui se battent des pieds et des mains pour que vous puissiez nous regarder à la télévision. Merci à Madousso du côté de la radio, à Poutine, à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Merci à vous tous. Nous vous retrouvons lundi avec un autre numéro, mais cette fois avec Lamine Girassi, le turbo aux commandes.